Donc, ce matin, je vais vous parler des impacts de la crise de la COVID-19 sur le financement des groupes d'action communautaire autonomes et on va parler un petit peu là, des impacts sur les relations externes. Donc, au niveau du financement, comme on disait, on a découpé nos données dans deux cahiers. Donc, un premier cahier qui parle de comment la crise a exacerbé la précarité financière des organismes et le deuxième qui s'intéresse aux réponses des bailleurs de fonds, là, notamment en termes de fonds d'urgence et comment ces réponses-là ont été inadaptées là, pour les groupes. Premier impact de la crise sur le financement des organismes d'action communautaire autonome, c'est des dépenses imprévues. Donc, si on repart là sur la première vague d'avril à juin 2020, c'est 88% des organismes communautaires qui ont indiqué avoir dû faire des dépenses supplémentaires en lien avec la crise. Si on détaille là pour les groupes de base, c'est 90%, 80% là pour les regroupements. Ces dépenses, c'était principalement dans deux grandes catégories. Première catégorie, tout ce qui est dépenses salariales. Donc, quand les personnes devaient embaucher du personnel, payer des heures supplémentaires, payer éventuellement des primes. Et deuxième grand champ, tout ce qui était en lien avec le changement des activités. Donc, au niveau des frais d'activité de fonctionnement, on peut penser à la location de salles plus grandes ou au matériel là, de protection des infections. Deuxième grand impact, des pertes de revenus significatifs. Donc, toujours pour la première vague, ce sont 69% des organismes communautaires qui ont indiqué avoir une perte dans au moins un type de financement. Et en moyenne, la perte par organisme, c'était un montant de 32 800 $. Donc, on parle quand même de montants vraiment significatifs. Les types là, de financement qui ont été touchés, c'est vraiment projet, entente, autofinancement. En particulier pour l'autofinancement, pour les groupes là, qui en bénéficient, c'est 73% des organismes qui ont eu des pertes à ce niveau. Si on pense au financement par projet, c'est 25% des organismes qui en bénéficient, qui ont eu des pertes en termes de financement par projet. Ça s'explique par vraiment une flexibilité très variée des différents bailleurs de fonds sur la continuité ou l'arrêt du financement par projet quand les activités devaient être interrompues en raison de la crise. Et troisième point au niveau du financement en termes de crise, c'est les opportunités de nouveaux financements. Donc là, on a essayé de faire un schéma qui illustre l'ensemble des nouvelles opportunités de financement. Donc, on voit qu'il y avait beaucoup de portes d'entrée pour avoir accès à du financement en lien avec la crise. D'abord, en haut là, du schéma, tout ce qui est en lien avec des programmes d'aide généraux aux entreprises, mais qui étaient ouverts aux organismes à but non lucratif, dont les groupes communautaires, donc au niveau fédéral, provincial. Ensuite, il y a vraiment tout ce qui était les fonds qui étaient ouverts et offerts spécifiquement aux organismes communautaires. Donc, au niveau fédéral, avec deux trajectoires qui passent par les fondations, trajectoires qui passent par le gouvernement du Québec. Au niveau provincial, encore une fois, différentes trajectoires, des fonds d'urgence qui visaient spécifiquement des secteurs. On pense peut-être aux maisons pour femmes victimes de violences, à l'alimentation beaucoup. Et il y avait aussi les fonds d'urgence généraux des ministères dont on va parler. Finalement, au niveau territorial, il y avait aussi des possibilités d'avoir accès à des fonds. Malgré l'ensemble de ces portes d'entrée pour l'accès à du nouveau financement, en fait, c'est seulement la moitié des organismes communautaires qui ont réussi à en bénéficier. Donc, on voit que l'accès n'a pas été facile malgré la diversité. Donc, il y a une diversité d'expériences, mais d'une façon générale, ça a vraiment été donc inadapté au groupe et, comme vous l'avez déjà souligné, c'était des financements non récurrents. Donc, ce n'est pas quelque chose qui répond à des besoins à long terme. Si on s'intéresse juste aux fonds d'urgence qui visaient spécifiquement les groupes communautaires, donc encore une fois, seulement la moitié des groupes ont eu accès. Vous avez ici là, la distribution en fonction des montants reçus. Donc, par exemple, il y a 16% des organismes qui ont reçu un montant entre 10 000 et 25 000 $. La moyenne était à 33 600 $, mais la médiane est à 16 700. Donc, la médiane, c'est ce qui découpe 50% des groupes ont eu plus que 16 000, 50% des groupes ont eu moins de 16 000 $. Donc, c'est vraiment, non seulement peu de groupes ont eu accès, enfin, la moitié des groupes ont eu accès, mais c'était pour des petits montants. Si
on s'intéresse aux fonds d'urgence qui étaient offerts par les ministères pour les programmes de financement à la mission, donc les groupes qui sont financés par le gouvernement du Québec à la mission, et on s'intéresse juste aux fonds d'urgence qui étaient ouverts à l'ensemble des groupes, donc pas les fonds d'urgence qui visaient des secteurs spécifiques. On a fait un bilan ici. On vous les a mis par ordre chronologique. Donc, le premier ministère à réagir, ça a été une annonce le 15 avril en santé et services sociaux, un premier 20 millions qui visait à soutenir les groupes là, en lien avec la crise et l'urgence. Ensuite, en août, là, un nouveau 70 millions qui a été offert dans un fonds d'urgence qui a été difficilement accessible parce qu'on voit qu'en mars 2021, il y avait 90% de l'enveloppe qui avait été non distribuée. Et finalement, ce montant-là a été redonné au Conseil du Trésor. Donc, c'est de l'argent qui ne sera jamais distribué. Au niveau de la famille, ça a été une annonce quand même aussi assez rapide, le 24 avril 2020, un 5 millions. Cette fois-ci, tout l'argent a été distribué, mais c'était quand même un fonds avec des critères difficiles d'accès en termes de quand on pouvait dépenser l'argent et pour quel type d'activité on pouvait dépenser l'argent. Ensuite, le SAQET, les fonds sont arrivés en septembre. 2 millions, sauf qu'il y a eu encore une fois de grandes difficultés à distribuer les fonds. C'était comme pour santé et services sociaux, une consigne là, du Conseil du Trésor que ça devait viser les pertes de financement et ça ne répondait vraiment pas aux besoins des groupes, donc ils n'ont pas réussi à distribuer l'argent. Ça a été relancé en février 2021 avec des nouveaux critères. Encore une fois, ça a été difficile et il y a 60% finalement de l'enveloppe qui a été non distribuée et qui est retournée aussi au Conseil du Trésor. En loisirs et sport, c'est vraiment une toute autre histoire, c'est un 10 millions. Et ça, c'est intéressant parce que lui a été distribué à tout le monde de façon égale et sans demande et sans reddition de compte particulière parce que les fonds ont été liés au financement à la mission de l'année. Donc, vraiment une autre stratégie, à notre sens, beaucoup plus efficace. Finalement, pour les groupes du secteur de l'éducation, c'est seulement en mars 2021 qu'ils ont eu un fonds d'urgence. Et tous les autres programmes de financement à la mission du gouvernement du Québec, il n'y a eu aucun fonds d'urgence là ouvert aux organismes communautaires. Au final, sur les 109 millions de dollars qui ont été annoncés, c'est seulement 45 millions donc, qui ont été distribués aux groupes. Ce qui est ressorti, donc beaucoup là, des groupes de discussion qu'on a eus avec les organismes, c'est comment les fonds d'urgence avaient vraiment une visée qui obligeait les groupes à se focusser sur les services d'urgence. Les gens ont vraiment ressenti que c'était une tentative, là, justement, des réseaux publics d'instrumentaliser les organismes communautaires pour fournir les services que les réseaux publics n'arrivaient pas à fournir, comme vous l'avez bien expliqué dans les discussions. Donc, ça a vraiment été perçu comme une tentative de sous-traitance et au détriment des autres actions, des organismes d'action communautaire autonome qui sont très importantes, telles que la défense collective des droits, la création des réseaux d'entraide, les activités de sensibilisation, la mobilisation ou l'éducation populaire. Donc, je cite. Personnellement, je trouve que le gouvernement a une vision très étroite de ce qu'est le communautaire. Pour eux, ça a l'air de s'arrêter à donner des services pour les besoins de base des personnes, comme les banques alimentaires. On dirait qu'ils ont pris cette occasion-là pour tasser tout ce qui était défense collective des droits. Donc, au niveau des fonds d'urgence, on a répertorié là, différents types de problèmes. Donc, premièrement, un problème d'accessibilité, comme je vous disais, les fonds d'urgence, là, il y avait des critères qui étaient juste inadaptés aux situations réelles des groupes, des problèmes de transparence pour certains fonds. Des fois, les critères n'étaient pas clairs ou carrément absents, puis ça a été perçu dans certains territoires vraiment comme arbitraire, là, la façon dont les fonds étaient distribués. On peut penser aux fonds là, distribués par les députés, par le SAB, la soutien à l'action bénévole. Il y a eu des problèmes d'équité, comme je vous disais, entre les secteurs. Ce n'est pas tous les secteurs qui ont eu accès à des fonds et à l'intérieur, là, des fonds, ce n'était pas facile d'y avoir accès. Il y a eu des disparités régionales.
dépendamment des régions, pour certains fonds, on peut penser au FUAC, par exemple, à les fonds fédéraux qui sont passés par les fondations. Dans certaines régions, certains groupes en défense collective des droits y avaient accès, dans d'autres non, fait que c'était vraiment, vraiment différent et inéquitable. Il y a eu des menaces à l'autonomie causées par ces fonds, comme je vous disais, là, vraiment pour pousser les groupes vers des services au détriment de leurs autres actions. Ça a été beaucoup souligné la lourdeur administrative importante qui était associée aux fonds d'urgence, que ce soit pour l'accès aux fonds, donc les demandes ou les redditions de comptes. La lourdeur administrative a créé des inéquités aussi parce que tous les organismes qui étaient, soit qui ont des petites équipes, qui n'ont pas du personnel dédié pour la recherche de fonds, étaient vraiment désavantagés, ou ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre de demande aussi. À tel point qu'il y a des groupes qui ont renoncé à faire des demandes de fonds d'urgence tellement la lourdeur administrative était importante. Il y a eu des problèmes de relations là, avec les bailleurs de fonds, on va en parler un peu plus tard. Et finalement, d'un point de vue global, c'est vraiment une absence de cohérence et de coordination sur l'ensemble, comme je vous disais, des portes d'entrée qui étaient disponibles et des façons d'avoir accès à ces fonds. Et d'après nous, là, ce qui ressort comme expérience positive, c'est vraiment l'idée de lier des fonds d'urgence à des mécanismes déjà existants, donc par exemple au financement à la mission, donc sans avoir à faire une demande supplémentaire, sans avoir à faire une reddition supplémentaire. D'un point de vue ponctuel, on peut ajouter là des fonds à une année à un financement mission. Et donc, la grande conclusion là, au niveau du financement, c'est à quel point le financement à la mission a été un facteur de résilience pendant la crise. Je cite, « Nous, c'est sûr que si ça n'avait pas été du PSOC et du financement récurrent à la mission, on aurait dû mettre des gens à pied. C'est un filet social. » Donc, on voit comment le financement à la mission a permis au groupe de passer à travers la crise. Ça a eu un effet stabilisateur. C'est ce qui leur a permis de conserver leurs ressources humaines qui étaient financées par ces montants-là. Par contre, il y a des bémols. Premièrement, ce n'est pas l'ensemble des groupes d'action communautaire autonome qui ont accès à du financement mission. Il y a encore beaucoup d'organismes qui sont non financés. Et pour ceux qui le sont, il faut se rappeler que si je prends les données 2019-2020, qui sont les dernières données publiques accessibles, en médiane, on était à 110 000 $ de financement à la mission. Donc, il y a 50% des groupes qui reçoivent moins de 110 000 $ de financement mission. Ce n'est pas un montant qui permet de stabiliser une grosse équipe. Là, c'est peut-être 1 ou 2 salaires. Donc, c'est sûr que l'accent sur l'importance du financement à la mission et l'importance de rehausser ce financement, c'est vraiment ce qui a été mis de l'avant aussi tout au long de la crise par les regroupements, en plus là, de toutes les revendications en lien avec les problèmes soulevés au niveau des fonds d'urgence, comme je vous ai présenté très, très rapidement. Deuxième point que je vais vous présenter ce matin, c'est tout ce qui est en lien avec les relations externes. Et le premier élément à souligner, c'est que ça a été compliqué. Donc, premièrement, il y a quand même plusieurs des personnes qu'on a rencontrées, en particulier des groupes de base, qui nous ont exprimé comment la crise a été perçue parfois comme une opportunité pour bâtir des liens de solidarité, pour sentir une meilleure connaissance de leurs interlocuteurs externes, de ce qu'ils faisaient, une meilleure reconnaissance de leurs actions. Et puis, donc, dans les partenariats ou les relations en 1-1, mais aussi dans les cellules de crise, donc les cellules de crise qui ont été perçues comme des espaces parfois pour bien échanger de l'information, pour bien coordonner les actions. Fait qu'il y a eu des expériences positives. Je cite, « Ça fait qu'il y a des partenaires avec qui ce n'était pas évident de travailler avant, mais que maintenant, il y a une grande ouverture. Changement de paradigme complet, vraiment. On vit présentement des opportunités comme jamais, de partenariats, de financement, vraiment beaucoup d'opportunités. » Par contre, c'est sûr que ce n'est pas les seules expériences dont on a entendu parler. Il y a eu aussi des limites au niveau des relations externes et des expériences carrément négatives. Donc, les gens nous ont parlé, nous ont donné des exemples de relations difficiles, nous ont donné des exemples d'ingérence politique.
et d'instrumentalisation, là, carrément, dans leurs relations avec leurs interlocuteurs externes. Donc, il faut se rappeler que nos données ont été collectées au début de 2021. Donc, c'est sûr que c'est dans un contexte bien particulier. Puis, nous, on sent vraiment quand même aussi une différence d'interprétation de ces relations-là entre ce que les groupes de base nous rapportent, puis comment les regroupements aussi perçoivent la situation. Puis, c'est aussi leur rôle là, de défendre les groupes plus dans les cas difficiles que dans les cas faciles. Un élément là, que vous avez soulevé aussi dans les discussions, c'est à quel point les réseaux publics ont été déstabilisés par la crise et à quel point ils ont eu vraiment de la difficulté à réaliser, eux, leur mission. Et c'est quand même, que ce soit le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, c'est quand même des interlocuteurs importants là, pour beaucoup d'organismes communautaires. Donc, ça a été des grands défis. Je cite. Dans les CLSC, la plupart des organisateurs communautaires ont été envoyés aux enquêtes. C'est un support qui manque aux organismes. Donc, les difficultés de relation là, avec les réseaux publics, ça a été difficile pour ceux qui travaillent directement avec eux, là, comme je vous disais, que ce soit en éducation ou même avec là, le milieu carcéral ou en santé et services sociaux. Mais ça a été difficile pour l'ensemble des groupes communautaires parce que normalement, le réseau de la santé et des services sociaux aurait dû jouer un rôle important auprès des groupes. Bon, par leurs équipes d'organisations communautaires qui les soutiennent de façon habituelle, mais aussi au niveau des directions de santé publique qui auraient dû jouer un rôle plus important là, pour tout ce qui est notamment l'accès là, au matériel de protection, que ça a été extrêmement difficile. La plupart des expériences positives qu'on a vues, c'était seulement à partir de septembre où il y a eu accès à du matériel, donc c'était vraiment de nombreux mois après la crise. Donc, je dirais qu'au niveau des relations avec les réseaux publics déstabilisés, ça a été difficile. Ça s'est traduit beaucoup par des pressions pour faire des services que les réseaux n'arrivaient pas à réaliser. Donc, ça a été perçu comme une menace à l'autonomie, une menace aussi aux autres activités, comme on disait, là, tout ce qui est transformation sociale. Donc, si on est monopolisé par les services, on ne peut plus faire le reste. Et il y a eu des relations donc vraiment exigeantes aussi au niveau des bailleurs de fonds, comme je disais, au niveau du financement. On nous a beaucoup parlé de sursollicitation, donc à quel point surtout les personnes en poste de direction, coordination étaient constamment sollicitées, que ce soit par téléphone, par courriel ou pour participer à des rencontres. Et on nous a beaucoup parlé aussi, comme je vous disais, de la lourdeur administrative. Donc, je cite. Je fais juste regarder Centraide, qui nous finance depuis au-dessus de 20 ans. L'année passée et l'année d'avant, j'ai rempli 3 pages. Cette année, je reçois la demande de financement et j'avais 21 pages à remplir pour le 15 mars. Il faut tout justifier, le moindre sou qu'on a utilisé pendant la COVID, expliquer chacune de nos interventions. 21 pages, c'est long en maudit. Donc, on voit vraiment comment ça a été lourd pour les personnes là, qui étaient en lien avec les bailleurs de fonds. Puis, ça a été vraiment perçu comme un manque de confiance, toute cette pression là, sur la reddition de comptes. Donc, ça veut dire qu'ils ne font pas confiance à ce qu'on fait et à nos mécanismes habituels de reddition de comptes, puis une absence de reconnaissance de ce qui se passait sur le terrain, comme vous l'avez bien nommé, là, les nombreuses activités qui ont été faites en plus, l'épuisement des équipes, vraiment, ça a été perçu comme une absence de reconnaissance de tous ces efforts menés sur le terrain. Donc, pour conclure de façon générale sur les relations externes en temps de crise, il y a eu une certaine perception de retombées positives au niveau de la reconnaissance, puis au niveau de la capacité à travailler ensemble en temps de crise, comment on peut agir puis réagir là, rapidement. Je cite. Pour les groupes communautaires, cette situation-là, de mars à avril, ça a été de loin la meilleure pub que les groupes ont eue au niveau du politique et de la population. Une vraie visibilité, un vrai contact avec le milieu politique et les partenaires. Une reconnaissance qui encore aujourd'hui perdure. Malheureusement, ça a pris une crise pour le montrer à plusieurs partenaires. Maintenant, comment on fait pour maintenir cette vision et cette visibilité au cours des prochaines années? Ça va peut-être être un défi. Donc,
Autre élément de conclusion, là, malgré certaines perceptions positives, c'est sûr qu'il y a des craintes sur la pérennité de certaines solidarités là, qui ont été nouées pendant la crise, surtout qu'on est dans un contexte de pénurie de ressources, là, donc c'est vraiment où les groupes souvent sont mis en concurrence là, pour avoir accès à du financement. Euh, donc, c'est pas évident. Toutes les expériences autour des cellules de crise, ça peut être intéressant, mais les cellules de crise, c'est vraiment des structures ponctuelles qui ont été créées pour faire des services d'urgence dans un contexte exceptionnel. Donc, ce n'est pas des structures qui sont censées rester. Donc, ce qui ressort un peu de nos données, c'est vraiment l'idée de développer des actions concertées qui vont être vraiment, qui vont viser des actions plus structurantes et plus globales sur le long terme. Tu sais, on ne veut pas rester ancré sur les services de crise, on veut continuer à faire de l'action concertée sur les territoires qui font faire de la lutte à la pauvreté ou à la crise du logement, à la sécurité alimentaire. On veut des actions concertées et des partenariats dans ce sens. Puis euh, on veut surtout des vraies relations partenariales, parce que ce n'est pas ce qui s'est passé pendant la crise. Quand on se sent utilisé, quand on se sent menacé, on ne peut pas appeler ça du partenariat. Donc, ce qui ressort pour le plus long terme, c'est d'essayer de développer des relations avec les interlocuteurs externes qui soient vraiment plus respectueuses, donc plus respectueuses de l'autonomie des groupes, de leur choix à faire leurs activités, puis aussi de reconnaissance de leur expertise, reconnaissance de ce qu'ils font sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment aussi ce qui ressort. Donc voilà, ça fait le tour pour ma présentation. Merci.